Camarades, et je veux vous appeler ainsi, même si je sais que vous n'employez plus ces belles paroles, mais pour moi, vous êtes toujours des camarades. Vous, exploités, miséreux, humiliés, offensés, bref, vous, prolétaires de tous les pays qui un beau jour deviez vous unir pour briser vos chaînes. Mes très chers camarades, permettez-moi de me présenter, je ne suis pas un des vôtres, je ne suis pas un camarade, moi je suis un patron, ou plus précisément je suis un représentant de la classe dominante, comme le disait Marx, un représentant de la classe hégémonique, comme le soutenait Gramsci, dominante, hégémonique, camarades, ces termes me plaisent, combien est plus agréable, n'est-ce pas, plus scientifique, le binôme hégémonie, subalternité, à côté de esclave patron, qui, avouons-le, fait quelque peu horreur. N'est-il pas plus ludique, plus rebondissant, le binôme dominant-dominé, n'est-ce pas, dominante-dominé, qui semble vouloir dire d'un clin d'œil, moi je suis au-dessus et hop, toi tu es en dessous. Dominant-dominé, ces termes, camarades, sont beaucoup plus beaux que bourreaux et victimes. Camarades, je suis venu vous parler honnêtement, avec des paroles franches, sincères, honnêtes et directes. Nous avons tout appris de vous. Nous vous avons exploité pendant des siècles. Nous vous avons enseigné à respecter la propriété privée en vous convainquant que la terre nous appartenait, en vous imposant de nous offrir la moitié de vos récoltes, alors qu'en réalité, c'est nous qui vous volions la moitié de vos peines. Un jour, nous vous avons extirpé de vos champs et de vos ateliers pour vous amasser les uns sur les autres dans des usines, et ce jour-là, camarades, ce jour-là, vous avez pris conscience et vous vous êtes rebellés. Il vous aura fallu des siècles, c'est vrai. Et au final, c'est ça qu'il faut retenir, camarades. Vous y êtes arrivés. Bravo. À présent, nous pouvons vous le dire, nous aussi, à votre place, dans les mêmes conditions, bien sûr, nous l'aurions fait. Vous nous avez expliqué qu'avant vous étiez comme les miettes sur la table débarrassées et que c'est précisément nous qui vous avons unis comme les 5 doigts d'un poing. C'est en usine, camarades, que vous avez acquis une conscience de classe. Conscience de classe, camarades. C'est un très bon mot. Et c'est vous qui vous l'avez appris. Alors nous avons mis à votre disposition des machines énormes, coûteuses, des machines que vous n'auriez jamais pu vous offrir en une vie de travail, des machines sur lesquelles vous deviez opérer en appuyant sur un petit bouton, en tournant une manivelle, en levant une manette, en appuyant sur un autre bouton, un bleu, un rouge, un jaune, bref, un travail de singe savant. Et vous, au lieu de nous remercier, vous vous êtes énervé. Vous nous avez dit que c'était répétitif et infantilisant, que ce n'était plus la machine qui servait l'ouvrier, mais bien l'ouvrier qui servait la machine, que vous étiez en train de semi-fabriquer un produit semi-fini. Et vous ne saviez plus, au final, si ce tube que vous aviez fabriqué serait devenu un canon de fusil ou bien la décharge des chiottes, et tout cela, camarades, vous l'avez appelé aliénation. Aliénation, camarades. C'est un mot exceptionnel. Et c'est vous qui nous l'avez appris. Il m'évoque ces beaux films en noir et blanc des fabuleuses années 60. L'aliénation. Alors nous vous avons concédé quelques droits, nous vous avons offert la démocratie, la possibilité de voter pour nous, et vous, au lieu de nous remercier, vous vous êtes énervés, vous nous avez ri à la figure en disant que c'était seulement des réformes superstructurelles. Vous nous avez expliqué que dans un système capitaliste, les relations qui déterminent le degré de liberté d'un peuple sont basées sur l'argent, comme dans les relations au travail. Donc vous prétendiez avoir des droits, mais des droits à l'usine. Structure, camarades, superstructure. Ce sont des mots fascinants, et c'est vous qui nous les avez appris. Merci. Alors nous vous avons fait construire quelques pistes cyclables, des plaines de jeux, des habitations à loyer modéré, des parcs pour danser, courir, marcher, jouer au football, et vous nous avez ri à la figure. Vous nous avez dit que nous étions paternalistes. Vous nous avez dit que les relations entre classes sont essentiellement un conflit. Et ce conflit, camarades, vous l'avez appelé lutte de classe. Lutte de classe, c'est un mot à vous, nous l'avons appris de vous. Merci, camarades. Vraiment, face à cette extraordinaire capacité qui est vôtre, nous nous en venons à nous demander mais pourquoi ce n'est pas vous qui êtes au gouvernement. Vous, camarades. Vous nous avez déçus. Nous avions le droit de nous défendre, camarades, mais vous aviez le devoir de nous combattre. Pourquoi vous êtes-vous rendus? Si nous avions su que vous étiez si faible, jamais nous ne vous aurions frappé si fort, camarades.
Aujourd'hui, vos représentants ne ressemblent plus du tout aux camarades qui les ont précédés. Aujourd'hui, vos représentants sont tellement habitués à nous voir gouverner, nous les patrons, qu'ils pensent que pour entrer dans leur propre gouvernement, il faut être comme nous. Alors ils nous singent. Ceux-là même qui voulaient faire la révolution, donner le pouvoir au peuple, aujourd'hui ils acceptent que les gouvernements soient pilotés par des banques, des lobbies internationaux, des multinationales, bref par des patrons inconnus, qui n'ont été élus par aucun citoyen. Camarades, vous n'avez pas seulement abandonné le communisme, mais vous n'en avez plus rien à foutre de la démocratie. Ceux-là même qui voulaient l'abolition de la propriété privée, aujourd'hui ils voudraient tout privatiser, ils demandent les libéralisations, pour ne pas parler de vos camarades chinois qui ont mis ensemble deux choses que vous détestiez le plus, le capitalisme et la dictature. Camarades, vous nous avez déçus. Je n'arrive presque pas à imaginer, camarades, quel pays extraordinaire aurait pu être le vôtre si vous aviez gouverné pour un temps, vous, avec vos grandes idées de liberté, d'égalité, avec votre utopie merveilleuse. Si le Premier ministre, camarade, avait été un des vôtres, si le Premier ministre avait été, je sais pas, disons, Karl Marx, non pas Karl Marx, oublions Karl Marx, Bakounine, non pas Bakounine, Gramsci. Vous connaissez Gramsci, n'est-ce pas? Cet Italien qui, à 2 ans, a eu la colonne vertébrale déformée par une tuberculose osseuse. Et pourtant, à 11 ans, il travaillait déjà 10 heures par jour pour gagner 1 kilo de pain. Et à cause de cette maladie, Gramsci ne mesurait qu'à 1,50 m, mais c'était un géant. Et malgré qu'il provenait d'une famille très très pauvre, en Sardaigne, Gramsci a réussi à obtenir une bourse d'études pour aller étudier à l'université de Turin. Et là-bas, il vécut dans des conditions encore plus misérables parce que la nuit, il devait étudier en marchant dans sa chambre, en tournant en rond, pour éviter que ses pieds ne gèlent. Gramsci a eu le temps de fonder le parti communiste italien, de tenir son premier et unique discours au Parlement, et puis il fut emprisonné à 36 ans. Et pendant les 10 ans d'enfermement qui l'ont amené jusqu'à sa mort, Gramsci a renouvelé la pensée socialiste. Et malgré qu'il recouvra la liberté seulement 5 jours avant sa mort, c'est Gramsci lui-même qui nous dit que face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Gramsci, camarade. Si Gramsci avait été votre Premier ministre, mais je suis persuadé qu'il aurait fait une toute autre équipe gouvernementale. Gramsci aurait pris un travailleur précaire et il l'aurait nommé ministre du Travail. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pris un poète et il l'aurait nommé ministre de la Culture. Gramsci aurait fait comme ça. Pas un baron universitaire, un poète ministre de la Culture. Gramsci aurait fait comme ça. Et il serait allé trouver un paysan humilié qui dépense 7 centimes pour produire 1 kilo de carottes, quand le grossiste lui en paie la moitié pour le revendre à un prix 20 fois, 30 fois, 40 fois supérieur. Il serait allé trouver ce paysan humilié-là, il lui aurait proposé le poste de ministre de l'Agriculture. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait appelé la mère de Carlo Giuliani ou n'importe qui un jour a vu son père, son frère, son fils sortir de la maison et y revenir mort pour avoir rencontré les forces de l'ordre. Il aurait appelé cette dame et il lui aurait proposé le poste de ministre de la Justice. Une dame qui connaît la justice pour avoir rencontré la justice. Gramsci aurait fait comme ça. Pensez un peu à un pacifiste. Disons un cardiochirurgien par exemple. Un cardiochirurgien qui refuse d'aller gagner des millions dans une clinique en Suisse à Lausanne et décide d'aller opérer des enfants en Afrique. Pensez si ce pacifiste devenait tout à coup ministre de la Défense. Un pacifiste ministre de la Défense, camarade. Et pas un général de l'armée de 83 ans comme ça se fait dans plusieurs pays. Un pacifiste ministre de la Défense. Camarade, un général de l'armée ministre de la Défense, c'est un peu comme un pyromane commandant des pompiers. Gramsci aurait fait comme ça. Il aurait pensé à un immigré pris à coups de machette au Rwanda, déporté au Congo, emprisonné en Libye, un qui serait arrivé en Sicile sur un rafio, et qui là-bas en Sicile aurait encore subi 18 mois d'enfermement dans un centre fermé. Il aurait pensé à cet immigré rwandais-là pour devenir notre ministre des Affaires étrangères, à la place d'un aristocrate ambassadeur. Et il aurait représenté notre pays aux Nations Unies. Gramsci aurait fait comme ça. Ah oui, à vrai dire, je pense que si même n'importe quel balayeur de la grande place de Bruxelles devait tout à coup ministre du tourisme, camarade, ce serait inévitablement un pays. Mais voilà, au gouvernement, ce n'est pas vous qui êtes, c'est nous qui y sommes. Et vous ne semblez pas seulement docile à notre égard, en même temps vous semblez heureux, vous nous enviez, vous nous estimez, au lieu de nous haïr et de nous contrer. Camarades, il y a quelques années, commencèrent à arriver dans ce pays de nombreux étrangers. Nous avons pris peur, nous croyions qu'ensemble vous vous seriez armés contre nous. Et au lieu de ça, vous, classe subalterne, vous avez été les premiers à vous ruer contre eux. Camarades, nous croyons que le prolétariat se serait évidemment uni au sous-prolétariat et qu'ensemble ils auraient tenté de frapper la bourgeoisie. Et au lieu de ça, le prolétariat s'est embourgeoisé et nous a demandé un petit coup de main pour combattre le sous-prolétariat. Quelle déception, camarades. Mais nous ne vous laisserons pas seuls.
avec votre ignorance et votre absurde haine de classe au regard des plus faibles, et nous vous aiderons à combattre ces miséreux avec les mêmes instruments que nous avons utilisés contre vous. Arrêtez de les pointer du doigt, de les stigmatiser, de les ratonner dans la rue. Arrêtez, vous n'obtiendrez rien de cette manière. Offrez-leur un téléphone portable, camarades. 2 téléphones portables, une connexion internet avec téléchargement illimité, un lave-vaisselle, une machine à laver, la possibilité de faire un prêt pour acheter une petite maison, pour acheter une petite voiture utilitaire. Camarades, vous les vaincrez par l'illusion. Pour combattre et domestiquer les pauvres, il faut leur faire croire qu'ils sont riches. C'est comme ça que nous avons fait pour vous apprivoiser. Camarades, je le dis toujours à ma servitude parce que je pense qu'aujourd'hui un bon patron doit se comporter avec beaucoup de classe, d'élégance et de gentillesse en ces temps modernes. C'est pourquoi je le dis toujours à mes serfs. Pour vous la mettre, et avec tout le respect que je vous dois, dans le cul, il est inutile d'être mal élevé. Il suffit d'un peu de patience, camarades, et de 2 doigts de vaseline. Et si un jour, camarades, des martiens devaient arriver, espérons qu'ils soient plus furieux et plus sérieux que vous, et espérons qu'ils nous la fassent, eux, votre grande, belle, merveilleuse, extraordinaire révolution, celle à laquelle vous ne rêvez même plus.